Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire. Alors, je vais profiter des personnes ponctuelles pour faire nos petits tests techniques son-image. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous m'entendez et que vous me voyez en précisant dans le chat depuis quelle ville vous êtes connecté? Comme ça, je serai rassurée. Le son et l'image fonctionnent. Alors, est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on me voit? Ah! Je vois que j'ai mes premières réponses. Ah, on a des Alsaciens, on a des Bretons. Ok, donc Cécilia m'entend. Est-ce que Cécilia est la seule à m'entendre? Parce que je vois qu'on est quand même plusieurs dizaines de personnes connectées. Donc normalement... Ah, super, merci David. À Paris, on m'entend aussi. Je suis rassurée. Je vois que Myriam... ouais. Bon, bah, j'ai l'impression qu'on m'entend, on m'entend. Donc, on va pouvoir démarrer. Alors, donc c'est parti pour 45 minutes de webinaire ensemble. Voilà, donc n'hésitez pas à utiliser le chat si besoin pendant le webinaire, si vous avez un souci technique, logistique ou autre. Vous pouvez à tout moment du webinaire poser vos questions dans l'onglet questions qui se trouve en haut à droite. On y répondra à l'écrit au fil de l'eau et puis on a prévu un temps à la fin pour y répondre à l'oral. Tout le long du webinaire aussi, vous verrez, il y aura des sondages, des quiz. Donc pour y répondre, ça se passe en haut à droite dans l'onglet sondage. Et puis sachez qu'à l'issue du webinaire, vous recevrez un mail automatique avec le replay du webinaire, notamment si vous devez nous quitter en cours de route. Donc, le webinaire de ce midi, qui s'intitule « Au bureau ou en télétravail, dynamiser l'engagement de vos salariés », c'est en fait la première danse de notre bal de l'engagement. Le bal de l'engagement, c'est une série exceptionnelle de webinaires qui est dédiée à l'engagement solidaire des salariés. Donc, l'idée, c'est d'avoir 5 rendez-vous pour parler engagement solidaire au travail, avec des témoignages d'experts et d'entreprises, et surtout vous donner des réponses clés en main pour passer à l'action facilement. Donc la genèse de ce bal, le pitch si vous voulez, c'est qu'on est parti du constat que les associations avaient besoin de vous, entreprises, que les collaborateurs sont en demande, et donc c'est le moment ou jamais d'engager votre entreprise pour de grandes causes. Donc au mois de juin, ça tombe bien, on est le premier jour du mois de juin, vous retrouvez 5 webinaires avec l'expertise des ateliers durables, de la Fondation Free, d'EcoCE2, mais aussi d'EcoDev, de Windoo, de l'ADEME, de Fly the Nest, de Sillage et Passerelle les compétences. Bref, que du beau monde. Donc, ce que je vous propose ce matin, c'est de faire notre premier tour de danse avec le premier webinaire de ce bal. Donc, je me présente, c'est vrai, je suis Magali, je suis responsable marketing chez Microdon. Et Microdon, on est une entreprise solidaire labellisée Bicorp qui développe des solutions innovantes pour faciliter l'engagement solidaire en entreprise. Donc, on est notamment connu pour l'arrondi solidaire sur salaire qui permet de faire un don à une association depuis son bulletin de paye. Et on est aussi connu pour la plateforme de l'engagement qui permet de proposer des programmes de bénévolat aux salariés. Et donc aujourd'hui, je suis accompagnée de Célia. Je te laisse te présenter. Bonjour à tous, je suis Célia Mousset, je suis chargée de mission à la Fondation Free. À la Fondation Free, en fait, on œuvre surtout pour l'inclusion numérique et la promotion du logiciel libre à travers différentes actions. On pourra en reparler du coup par la suite. Isabelle, donc je te laisse te présenter à tous. Merci. Bonjour, je suis Isabelle Zenzilberberg. Je suis directrice des opérations et directrice générale adjointe chez EcoCO2. EcoCO2, on est un acteur de la transition écologique avec la mission de sensibiliser tout type de public à la maîtrise de l'énergie et à l'écomobilité. On est aujourd'hui 113 collaborateurs répartis sur l'ensemble du territoire national. Je termine du coup la présentation. Donc Benjamin Combe, je suis coordinateur du réseau des ateliers durables. On est un collectif d'intervenants sur 3 thématiques, la santé, la qualité de vie au travail
et le développement durable. Voilà, donc on intervient notamment en entreprise, collectivité, sur à travers des journées, des ateliers, des formations, pas mal de formats courts qu'on propose, que ce soit en présentiel et beaucoup en digital en ce moment. Je vais poursuivre du coup, alors avec la première partie de notre webinaire qui est consacrée à l'engagement a-t-il changé avec la crise, pour essayer de faire un petit point actuel de cette question de l'engagement. On a voulu vous interroger à travers un premier sondage. Donc, je vous pose cette question et vous allez voir le sondage apparaître en haut à droite de votre écran. Depuis un an, comment évaluez-vous votre niveau d'engagement dans votre travail? Donc, est-ce que vous vous sentez plus engagé qu'avant? Est-ce que vous vous sentez autant engagé qu'avant ou moins engagé qu'avant? Donc, on vous laisse quelques minutes pour répondre. Et je vous propose qu'on en profite pour faire un petit point de vocabulaire en attendant et essayer de vérifier ensemble quelles sont les différences entre tout ce qui relève du bien-être au travail, du sens au travail et l'engagement qui est le sujet qui nous rassemble aujourd'hui. Dans le bien-être au travail, donc nous, c'est vraiment notre thématique aux ateliers durables, il y a 3 dimensions. Il y a la satisfaction qui correspond à la dimension cognitive du bien-être. Comment je m'évalue par rapport aux autres, par rapport à la réalisation de mes objectifs également. Il y a toute la dimension émotionnelle, le plaisir, le ressenti qu'on a par rapport à nos expériences de travail, les sentiments qu'on éprouve. Et puis, il y a une 3e dimension qui est la réalisation de soi. Et c'est la cohérence, en fait, entre nos aspirations et la réalité du travail. Et ça reprend c'est assez proche, finalement, de cette notion de sens au travail, qui est une composante, en fait, du bien-être au travail. On voit qu'en fait, le travail et le milieu de travail ont du sens pour une personne lorsqu'elle perçoit des affinités entre son identité, son travail, son milieu de travail. Et enfin, on a une 3e question qui est celle de l'engagement. Et là, l'engagement, on voit que c'est plutôt une résultante, c'est plutôt une conséquence. C'est un mélange entre, des fois, l'engagement affectif qu'on peut avoir dans son travail et l'engagement normatif, où on ressent peut-être plutôt une forme de devoir ou de responsabilité de bien faire les choses. Donc, c'est une distinction de vocabulaire, mais qui est quand même importante parce que finalement, on voit que l'engagement est une conséquence, donc c'est pas quelque chose qu'on manipule. En revanche, vous pouvez créer les conditions pour que les collaborateurs puissent donner eux-mêmes du sens à leur travail. Alors, on va voir ce qu'a donné la réponse au sondage. Je vois que vous êtes 50% à dire que vous vous sentez autant engagé qu'avant, 31% plus engagé qu'avant et 19% moins engagé qu'avant. Donc, vous voyez que c'est assez intéressant. Parce que finalement, c'était quand même la grande question avant la crise qu'on a traversée. Est-ce qu'on peut être engagé en télétravail? Et on se rend compte que, oui, en fait, on peut être autant engagé, voire plus engagé qu'avant. Et ça, je dirais qu'il y a une bonne partie des directions et des managers qui n'étaient pas du tout convaincus de ça. Donc, c'est quand même un gros changement. Et donc, on a dit que l'engagement, c'était pas quelque chose qu'on pouvait manipuler, mais c'est aussi quelque chose qui évolue, en fait. C'est évolue avec nos vies, nos rencontres, nos expériences. C'est pas quelque chose de figé. Ça évolue aussi en fonction du temps et on va dire, des valeurs de la société. Et c'est ce qu'on voit un petit peu sur ce schéma. Vous voyez que le pouvoir et la sécurité sont finalement des motivations qui sont un petit peu en perte de vitesse dans notre société actuelle. Que par exemple, gravir les échelons hiérarchiques, c'est primordial que pour 22% des personnes. Avoir un CDI, ça reste quand même une valeur importante, mais c'est primordial simplement pour 38%. Donc, ça reste encore, c'est des chiffres qui sont en baisse par rapport à avant. Donc, vous voyez que l'engagement est aussi quelque chose qui change et qui évolue avec la crise. Alors, 3 défis. Moi, j'ai voulu parler de 3 défis à travers la crise actuelle. Un défi au niveau individuel, c'est d'identifier les salariés qui sont en décrochage. Donc ça, on l'a beaucoup ressenti en discutant avec les équipes RH. Il y a eu un accord aussi en décembre 2020 sur la santé au travail entre partenaires sociaux qui met l'accent sur cette question de la désinsertion professionnelle. Il y a une dimension qui est plus collective. C'est un défi collectif, c'est de créer une nouvelle culture qui mixe présentiel et distanciel. On a vécu une fragmentation des espaces de travail, des collectifs de travail, des rythmes aussi, parce que tout ça, c'est individualisé avec le télétravail. Et c'est un peu la question magique du moment, c'est de se dire, maintenant qu'on est en train de lever toutes ces obligations autour du télétravail, comment on va faire pour faire revenir les gens au bureau? Donc, voilà. Et est-ce qu'il faut les faire revenir au bureau? De quelle manière? Quelles règles on pose? Quelle flexibilité on offre? Donc, ça, c'est un gros enjeu.
Et puis le dernier point que je voulais aborder, c'était au niveau stratégique. Avec la crise, il y a vraiment cette question de comment on replace l'entreprise dans sa mission sociétale. On s'est beaucoup interrogé sur les entreprises qui avaient un comportement citoyen ou pas, des métiers qui étaient jugés utiles ou pas. La crise environnementale est toujours là. Donc voilà, chaque entreprise doit se poser la question du sens de sa mission, de sa contribution. D'où le fait qu'on a des réflexions communes avec des acteurs comme Microdon sur la solidarité ou avec des fondations d'entreprises voilà, comme celle de Free. Donc, je vais laisser la parole à Célia justement pour en parler un petit peu plus. Alors oui, en fait, nous, avec la crise de l'année dernière, en fait, on a quand même des choses qui ont changé. C'est qu'en fait, nos collaborateurs se sont bien plus exprimés sur leur souhait de s'engager. Donc, par exemple, on a été sollicité par des salariés qui étaient engagés pour la création de visières solidaires, donc qui étaient en lien avec des associations, des structures qu'ils ont parfois eux-mêmes créé, pardon. Et donc, ils nous ont demandé si on pouvait les aider financièrement à acheter du matériel, en fait. Donc, au total, on a débloqué 30 000 € en matériel pour fournir différentes associations qui ont pu créer des visières solidaires à redistribuer aux personnes qui étaient à ce moment-là, qui sont en première ligne. On a aussi une boîte à idées solidaire qui a été créée à ce moment-là et qui a été ouverte à tous nos salariés qui, en fait, ont pu déposer. Elle a eu beaucoup de succès au premier confinement, cette boîte à idées solidaire. Et donc, l'idée, c'était que les salariés qui avaient des idées, que ça porte sur le business, sur plein de thématiques différentes, sur aller aider telle ou telle association, vraiment tout ce qui pouvait passer par l'esprit des collaborateurs et que la boîte était en mesure de faire. Et donc, ça a permis aussi aux collaborateurs de s'engager davantage. Et en fait, on s'est vraiment aperçu que le rôle de la fondation à ce moment-là, il était autant pour les associations avec nos appels à projets traditionnels et toutes nos actions plus traditionnelles que pour en fait l'interne et donc pour mener des actions auprès de nos collaborateurs en permettant en fait aux collaborateurs de s'engager davantage. Et donc, on s'est dit que c'était le bon moment pour lancer l'arrondi sur salaire. Donc, ça faisait un moment, en fait, que déjà, on travaillait sur ce sujet. Et je pense que vraiment, ça a été boosté parce qu'on s'est vraiment rendu compte qu'on avait beaucoup de salariés qui souhaitaient s'engager davantage et que ça permettait de proposer un engagement qui n'est pas qui n'est pas chronophage et qui est facile, en fait. Voilà, donc on a plein d'actions comme ça qui ont été mises en place pendant la crise de l'année dernière, qui perdure encore, mais voilà. Super, merci Célia, c'est intéressant de voir voilà ce que la crise a changé sur l'engagement côté entreprise avec ton témoignage, côté collaborateur avec l'étude dont parlait Benjamin. Et moi, ce que je vous propose aussi, c'est de voir qu'est-ce que ça a changé côté association. Et pour ça, je vous ai lancé un nouveau sondage. Quels sont les 3 principaux besoins des associations selon vous? Donc, je vous invite à aller en haut à droite pour y répondre. Est-ce que c'est de l'argent, des compétences, des partenariats? Est-ce que c'est des promesses de dons, des subventions, un trésorier intègre ou encore des gens à aider, des espaces pubs à Noël et un parrain célèbre, si possible? Alors voilà, vous pouvez répondre en haut à droite. Bon, bien sûr, c'est surtout une petite blague pour dire que les associations, les besoins des associations continuent. Elles ont besoin d'argent, de dons, elles ont besoin de compétences, de chercher des bénévoles et elles ont besoin de partenariats avec des entreprises comme le travail que tu fais avec la Fondation Free, Célia. Aujourd'hui, ce midi, j'aimerais faire un petit focus sur le besoin en compétences qui a dû évoluer pendant la crise. Alors, nous, on a vu ce besoin évoluer parce que côté Microdon, on est en contact au quotidien avec des associations. On a des dizaines de mails, appels entrants par semaine. On organise un webinaire mensuel avec une centaine d'associations à chaque fois. Voilà. Et donc, avec la crise actuelle, il faut savoir que les associations étaient pas mal chamboulées dans leurs besoins en bénévoles. Déjà, il a fallu se réinventer
et trouver des nouvelles actions, puisque la plupart des missions étaient en présentiel et les bénévoles ne pouvaient pas se mobiliser en présentiel. Surtout les bénévoles seniors, qui sont aujourd'hui un peu la force vive des associations, qui étaient surtout à l'époque considérés comme des personnes à risque et vulnérables. Donc, il fallait compter sur des nouvelles ressources bénévoles qu'elles n'avaient pas habituellement. Il a aussi fallu se digitaliser avec tout ce qui est lié, et je pense que Célia, tu es au cœur du sujet, mais tous les problèmes qui sont liés à la fracture numérique. Et là encore, c'est les bénévoles les plus âgés qui ont été mis à rude épreuve. Donc, les associations, en ce moment, elles ont besoin d'aide pour se réinventer, pour proposer des missions, pour les aider elles-mêmes à organiser leur action, pour les aider dans leur recherche de fonds, pour les aider dans la mise à jour de leur site internet, de leurs outils digitaux et aussi de leur processus qui a parfois été bousculé. Donc là, elles vont plutôt chercher des compétences d'ailleurs assez spécifiques, voire même techniques, une expertise, etc. Mais aussi, elles ont dû faire face à la croissance du nombre de bénéficiaires. On a vu l'arrivée d'une nouvelle précarité pendant cette crise. Et pour y répondre, là encore, besoin de recruter des bénévoles, même pour des associations qui avaient un panel de bénévoles plutôt stable jusqu'à présent. Pour vous donner un exemple, au mois de novembre 2020, donc lors du deuxième confinement, on a proposé un programme de télébénévolat, c'est-à-dire qu'on proposait aux salariés de s'engager à distance auprès d'une association. Et là, lorsqu'on a demandé aux associations si elles voulaient qu'on relaie leurs missions, on a vu affluer énormément de nouvelles missions et surtout avec des gros besoins en termes de quantité de bénévoles. On avait par exemple une association qui proposait d'écrire des courriers, des lettres à des seniors isolés. On avait des associations qui voulaient de l'aide pour rendre leur site en ligne accessible, ou encore d'autres qui voulaient mettre en ligne des ressources qu'elles mettaient normalement à disposition en présentiel. Donc voilà, ce que je voulais appuyer, c'était que il y a des salariés qui d'un côté sont chamboulés dans leur quête de sens, d'autre côté il y a des associations qui sont chamboulées dans leur quête dans leur quête de bénévoles, dans leurs besoins, et l'idée c'est d'essayer de faire rencontrer ces deux mondes. Et j'aimerais vous partager là ce midi une vidéo que j'aime particulièrement, qui a été réalisée par Hello Asso et qui donne justement envie d'agir ensemble, de faire rencontrer ce monde. Donc je vais vous lancer la vidéo, je vous invite à cliquer sur activer le son pour avoir le son. À vous tous qui faites le choix de donner de votre temps. À toi qui ce dimanche a mis ton réveil 1 heure plus tôt. Et à toi qui sera le dernier à rentrer chez toi ce soir. À toi pour qui refaire le monde, c'est d'abord se retrousser les manches. À toi qui as choisi de sortir des sentiers battus et d'être là où on ne t'attend pas. À vous les audacieuses. À vous les passionnés, les doux rêveurs. À vous les idéalistes, à vous les amateurs. Nous savons qu'il y a des temps difficiles, qu'il y aura des instants de doute. Mais nous savons aussi qu'il y a ces moments d'allégresse qui font oublier le reste. Ces regards qui durent une éternité et qui valent des milliers de mots. Ces souvenirs qui donnent la saveur d'une année. Ces choix que vous faites au quotidien en disent long sur qui vous êtes. Si l'on vous dit que vous semblez fatigué, prenez-le comme un compliment. Si l'on vous dit que vous perdez votre temps, c'est que vous êtes en train de faire la différence. Dites-leur que le jeu en vaut la chandelle. Dites-leur que vous rendez possible ce qui n'a pas de prix. Le lien, l'émotion, l'accomplissement, le partage. Dites-leur ce que vous faites vraiment dans la vie. Agir ensemble. Voilà une vidéo qui me donne à chaque fois un peu les frissons presque. Voilà, on a vu dans cette vidéo de nombreuses personnes qui sont engagées. Donc je voulais justement vous poser la question, et vous,
quelles sont vos raisons pour lesquelles vous vous engagez ou vous auriez envie de vous engager, ou d'ailleurs vous ne le faites pas, je ne sais pas. Donc, je vous ai mis encore un dernier sondage que vous retrouvez en haut à droite. Quelles sont vos raisons pour lesquelles s'engager? Est-ce que c'est pour participer à un monde plus solidaire? Est-ce que c'est pour boire des bières en terrasse? On a bien envie en ce moment. Est-ce que c'est pour donner du sens à votre vie, à vos compétences? Est-ce que c'est pour augmenter votre réseau professionnel? Est-ce que c'est pour être utile aux plus fragiles? Vous donner bonne conscience aussi pour son karma? Est-ce que c'est pour ajouter une ligne sur votre CV? Est-ce que c'est pour contribuer à un projet commun? Est-ce que c'est pour avoir des choses à raconter après votre week-end ou rencontrer des personnes qui partagent vos valeurs? Vous voyez, toutes ces raisons, elles sont nombreuses. Elles sont, alors je ne les ai pas inventées, hein, elles sont issues d'une étude qui a été faite par WebAssos en 2018 auprès justement de bénévoles d'associations. Et ce que je trouvais très intéressant dans ces résultats, c'était de voir que les raisons pour lesquelles elles s'engagent, elles sont variées. Et surtout, c'est un mix entre des besoins de rencontre, donc on veut être là en physique, mais aussi d'autres raisons plus pratico-pratiques ou personnelles, comme par exemple étoffer son CV. Donc, l'engagement à distance, ça fait du bien, ça y contribue. Et d'ailleurs, si je regarde les résultats, là, il n'y a personne qui a dit qu'il s'engageait pour boire des bières en bonne compagnie, donc c'est bon, il pourra le faire à distance aussi. Alors, je vais laisser la parole à Benjamin, puisque là, on a vu voilà, comment l'engagement a changé avec la crise. Et Benjamin va nous parler maintenant des leviers de l'engagement dans le travail, avant qu'on passe au partage de bonnes pratiques qu'on a constatées autour de nous. Merci Magali. En effet, c'est notre deuxième partie. Moi, j'avais envie de revenir sur. Je vous disais tout à l'heure qu'en fait, l'engagement, c'est quelque chose. C'est la résultante d'actions qu'on mène. Je dirais plutôt en amont sur le sens au travail, sur un certain nombre de déterminants du bien-être au travail. Donc, je voulais revenir un petit peu là-dessus et sur ces leviers. Nous, on aime bien ce schéma-là qui est en forme de cible de fléchette qu'on a construit aux ateliers durables, avec un petit peu les grands déterminants depuis le contenu du travail, donc qui est vraiment le cœur du réacteur. Hein, c'est ce que disent la plupart des sociologues. Et là-dedans, on va retrouver finalement la mission qu'on fait dans son travail, l'autonomie, est-ce qu'on a suffisamment de moyens pour le faire, est-ce qu'on a des tâches variées, est-ce qu'on a une charge de travail importante, etc. Donc tout ça, c'est vraiment le cœur le facteur principal quoi, au niveau du bien-être au travail. Et puis on a après toute une série de raisons qui fait qu'on aime ou pas son boulot. Et donc c'est cette cible qui s'élargit jusqu'à la question de l'équilibre personnel qui fait qu'on se sent des fois bien ou pas au moment d'aller au bureau. Donc, je vais pas rentrer dans le détail. Peut-être qu'on pourra mettre le lien parce que on a fait tout un guide autour de la qualité de vie au travail, mais qui reprend un petit peu, voilà, ces différents déterminants en les expliquant un peu plus en détail. Moi, ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui, c'était finalement quelles sont les choses qui ont beaucoup changé avec la période de crise. Et il y a 3 facteurs qui ont beaucoup évolué. La première, c'est la question des relations de travail. On sait que les relations de travail, que ce soit avec les collègues, les managers, c'est le premier facteur déterminant de la QVT pour 49% des salariés. Hein, c'est une étude de Malakoff-Médéric. On a moins de contact humain, c'est depuis 2 ans. On a perdu un petit peu aussi de notre rapport sensitif au travail. On a moins de moments de convivialité, moins de temps informel qui permettent de mettre un petit peu de l'huile dans les rouages. Et pour moi, il y a eu une sorte de redistribution des cartes avec des gagnants et des perdants pendant la crise. Et les perdants, c'est pas forcément ceux qu'on attendait. C'est ces personnes qui sont des fois très enjouées au travail, qui animent la vie de bureau, qui ont aussi besoin de se nourrir d'une énergie extérieure et qui là ont perdu un petit peu de cette électricité de la vie de bureau. Donc, comment on fait pour réanimer un petit peu ces gens et remettre un peu de l'huile dans les rouages? C'est un enjeu important. Le deuxième aspect, c'était la question de l'environnement de travail. C'est aussi, ça a évidemment beaucoup bougé avec le télétravail. On a été, nous, très sollicités sur un certain nombre de sujets pour animer des ateliers, que ce soit les postures de travail à la maison, que ce soit des questions liées au stress, à l'alimentation et aussi aux addictions, par exemple, comme le tabac ou l'alcool. On s'est rendu compte que les télétravailleurs étaient la seule population pour laquelle on avait relevé une hausse de la consommation, alors qu'elle diminue pour d'autres populations comme les jeunes. Et puis, le troisième aspect que je voulais aborder, c'était la question de l'articulation vie pro, vie perso, puisqu'évidemment, il y a eu un surgissement de la vie pro dans la vie perso avec le télétravail, moins de frontières et donc aussi un besoin d'alignement qui était plus marqué en termes de valeur pour les gens. Donc aujourd'hui encore, on a beaucoup de demandes, nous, sur l'équilibre vie pro, vie perso, sur aussi la fatigue digitale, évidemment, et sur la gestion des outils numériques, donc qui revient quand même assez souvent.
En fait, ce qui compte, à mon sens, c'est vraiment la possibilité qu'on offre aux salariés de faire des choix, d'avoir une forme de latitude en fait décisionnelle sur la façon dont ils s'organisent dans leur travail, de pas subir les situations. Et justement, avec Isabelle, je pense que c'est intéressant le témoignage que tu vas pouvoir nous amener. Elle va nous montrer comment un projet participatif peut vraiment changer la donne en termes de bien-être au travail. Je te laisse la parole, Isabelle. Merci Benjamin. Effectivement, nous on a rebondi sur la partie l'aspect social, relations entre collègues. On est une équipe très dispersée. On a un siège en région parisienne, mais qui accueille seulement à peu près 30% des équipes, des sièges, des bureaux en région, et puis beaucoup de personnes en télétravail. Et on avait auparavant, avant la crise, ce qu'on appelait les Tech Friday, ou les ateliers éco-CO2, où les collaborateurs venaient avec une idée de choses à faire ensemble, mais c'était pas mal basé sur quand même le fait d'être physiquement ensemble. Et on a cherché l'année dernière quelque chose pour renouer ce lien entre collaborateurs qui travaillent pas forcément tous ensemble. Et on a mis en place Team Starter, qui est une plateforme de financement participatif, mais au sein de l'entreprise, pour capter les bonnes idées des collaborateurs. Et donc, avec l'équipe de Team Starter, en fait, on a ouvert de façon assez large sur des sujets sur lesquels les collaborateurs pouvaient proposer des micro-projets. Donc, on a choisi 4 thématiques: solidarité et environnement, apprendre autrement, se retrouver ensemble, et puis le bien-être au travail, puisque forcément avec le télétravail, c'était quand même un sujet majeur. Ce qui a fait que ça a bien fonctionné, c'est que on a porté cette initiative à la fois côté direction, mais également avec le CSE et surtout l'équipe de communication interne. Ce que nous a apporté Team Starter, en fait, c'est une équipe de coachs qui accompagne nos collaborateurs qui ont des idées, mais qui savent pas forcément comment mettre en place un projet pour que justement de l'idée, ça puisse faire un projet de partage au sein de l'entreprise. Et ce qu'on a constaté, c'est que dans un contexte de forte croissance et de recrutement, en fait, ça a fait une bonne intégration de nouveaux collaborateurs. Ça a bien brassé les équipes autour de passions ou d'intérêts communs, puisque on ne mange plus ensemble, on prend plus le café ensemble. Et puis ça a pas mal stimulé en fait la prise d'initiative et de responsabilisation des collaborateurs. Ce qui fait qu'en 4 mois, il y a eu 18 projets qui ont été lancés par 17 collaborateurs différents. Et une grande majorité des salariés, en fait, s'est inscrite à au moins un projet. Sachant que dans Team Starter, en fait, on leur donne un budget virtuel parce qu'il y a des choses parfois à financer, un budget pour un petit achat ou simplement pour compenser le fait qu'un collaborateur, quelques heures de son temps de travail, il passe son temps à monter le projet pour ses collègues. Et ce qu'on considère comme un succès, c'est qu'il y a 2 projets qui sont devenus des activités pérennes au-delà de Team Starter. Un projet justement de sport qui a lieu maintenant en fin de journée, une fois par semaine, et un déjeuner littéraire qui est organisé par une collègue maintenant régulièrement au-delà de l'atelier Team Starter. Donc ça, c'est effectivement tout à fait en lien avec ce que tu disais, Benjamin, sur la relation, les relations sociales, la relation au travail. Merci. Et je te repasse le parole, je crois, mais je ne sais pas si ça marche encore. Ouais, tout à fait. Merci Isabelle pour ton témoignage. Oui, donc je vous propose qu'on aborde du coup la dernière partie en lien. On a déjà commencé un petit peu à aborder la question des bonnes pratiques avec le témoignage d'Isabelle. Je vous propose qu'on aille un petit peu plus loin et qu'on discute ensemble des différents niveaux d'action qui sont ouverts pour agir.
par rapport à ce que je disais tout à l'heure au niveau des enjeux, je l'ai situé à trois niveaux. Pareil dans les niveaux d'action, il y a 3 niveaux. Il y a le niveau individuel, le niveau collectif et le niveau stratégique. Et au niveau individuel, il y a ce que je disais tout à l'heure autour de comment on repère les personnes qui sont un petit peu qui se sont un petit peu éloignées, qui se sont un peu désengagées pendant la période. Et donc là, c'est vrai que tout ce qui est à la fois attitude des managers, mais aussi enquête ciblée que vous pouvez mener, c'est un moyen d'action important. Donc, à voir comment ça s'organise, parce que il y a aussi, je pense que n'importe quel baromètre qu'on aurait mis entre janvier et mars, vous aurez indiqué de la lassitude. Et si vous mettez un baromètre maintenant, vous aurez des gens d'un coup qui se sentiraient beaucoup mieux avec le déconfinement. Donc, ce qui est important de faire, c'est de plutôt poser des questions claires, pas trop vagues. Voilà, c'est quelque chose qui peut se faire à l'initiative des RH, mais aussi du CSE. Donc, c'est n'importe qui peut s'emparer de ce type d'outils de diagnostic. Et voilà, il s'agit de plutôt demander aux personnes de quoi ils ont besoin concrètement. Donc, est-ce qu'ils ont besoin de matériel en télétravail? Est-ce qu'ils ont besoin d'horaires élargis? Quels sont leurs souhaits pour le retour au bureau? C'est ce genre de questions qu'il faut poser. Il y a une dimension collective que je voulais aborder aussi. C'est le fait d'arriver à ouvrir des espaces de dialogue aujourd'hui, parce que les gens ont vécu cette année de manière très différente et on a besoin de confronter les points de vue. Par exemple, en ce moment, on anime un atelier autour du retour au bureau où on va aborder les différents aspects psychologiques, logistiques, de ce retour. Et on laisse la parole aux participants sur finalement quel est leur ressenti par rapport à ça. Et puis, c'est important aussi de créer de la convivialité, d'amener de la légèreté, parce qu'on a quand même vécu aussi des moments un peu lourds. Donc, typiquement, on a été beaucoup sollicités, nous, sur des ateliers de cuisine, des ateliers de dégustation de chocolat en famille, enfin, des choses qui peuvent paraître un petit peu annexes quand il s'agit de bien-être au travail, mais en fait, il y avait un vrai besoin là-dessus. Et puis, le dernier niveau, c'est le niveau stratégique. On a vu qu'il y avait des manières de faire très différentes, finalement, d'une entreprise à l'autre, avec des structures qui faisaient confiance au télétravail et d'autres qui ont freiné des cas de fer, qui sont restés dans une culture un peu de contrôle. Et c'est important de former les managers sur ces sujets qui sont liés à la QVT. Et voilà, c'est une clé, à mon sens, pour avoir une bonne cohésion d'équipe et garder les talents. Donc ça, c'est un des enjeux de la reprise. Voilà. On va pouvoir en parler un petit peu avec Isabelle, justement, avec laquelle on a mené une formation pour les managers. Oui, effectivement, comme j'ai perdu la flèche par contre pour passer la slide, pardon. Pardon, je touche plus. En fait, nous, dans un contexte de forte croissance, on a beaucoup de nouveaux responsables d'équipe et comme on a pu voir dans ce que nous a présenté Benjamin, la relation à la hiérarchie, c'est quand même aussi un des facteurs clés de l'engagement et c'est les responsables d'équipe qui sont les relais de cet engagement au sein des équipes. Et donc, l'été dernier, on a sollicité les ateliers durables pour mettre en place une formation en fait pour l'ensemble de nos responsables d'équipe autour de la qualité de vie au travail. C'était un sujet nouveau pour nous. Et ça a permis aussi de créer un collectif des managers et de faire que eux-mêmes se sentent partie d'une équipe autre que leur équipe de travail et de créer un espace de partage et d'échange avec donc 3 demi-journées de formation animées par les ateliers durables. Tu le citais sur la posture, sur comment décrypter où en est le développement de l'équipe. C'était quelque chose, bon forcément c'est un peu trop tôt parce que c'était il y a seulement quelques semaines pour l'une et quelques mois pour l'autre. Donc on n'en est pas encore à l'évaluation, mais ça permet de donner une base commune vraiment à l'ensemble des responsables d'équipe et de donner des outils à des managers qui étaient jeunes managers et qui n'en avaient pas forcément et encore moins dans un contexte difficile comme on l'a vécu là depuis l'année dernière. Donc, c'était très bénéfique.
Bah, tant mieux Isabelle, merci pour ce retour d'expérience. Moi, de mon côté, j'aimerais vous raconter une autre bonne pratique et c'est l'histoire en fait de L'Oréal et de son Citizen Day version 2020, version digitale. Je trouve que c'est un bel exemple de comment adapter une initiative existante dans un contexte de travail. Donc, vous le connaissez hein, sûrement, le L'Oréal Citizen Day, il existe depuis 12 ans. C'est une journée mondiale hein, pour tous les collaborateurs monde de L'Oréal. Pendant une journée, en présentiel, les salariés sont invités à donner un coup de main à une association. Donc ça existe depuis 12 ans. Et donc, en 2020, patatras, ce n'est plus possible de l'organiser. Et donc là, c'est L'Oréal France qui décide de garder quand même l'esprit du L'Oréal Citizen Day et décide de proposer à leurs salariés de s'engager à distance jusqu'à 6 heures sur leur temps de travail sur une période de 1 mois. Donc, c'est comme ça que c'est organisé, donc le L'Oréal Citizen Day Digital Edition. Donc, comment L'Oréal a fait pour organiser et digitaliser sa journée solidaire? Donc, la première étape, c'est qu'ils se sont appuyés sur leurs partenaires solidaires habituels, hein, experts pour ce type d'événement, que ce soit l'Unicité, Passerelle et Compétences, Big Bloom, Patte Blanche, Microdon, la Fondation FACE, etc. Ensuite, ils ont décidé de proposer plusieurs initiatives. Hein. L'idée, l'engagement solidaire, c'est protéiforme. Il faut que ça parle à tout le monde. Donc, ils ont organisé une campagne de crowdfunding, du don sur salaire, du volontariat et des hackathons. On leur a fourni une plateforme pour centraliser toutes ces initiatives, pour que les collaborateurs s'y retrouvent. Et cette plateforme, donc, qui est un guichet unique, hein, elle était aussi collaborative pour que les experts, les partenaires experts puissent s'y interfacer, que les associations bénéficiaires puissent aussi s'y interfacer et que les collaborateurs puissent s'inscrire. Ensuite, ils se sont appuyés sur les partenaires pour sourcer des missions de don de temps, qu'elles soient collectives ou individuelles, là encore pour répondre à la diversité des demandes des salariés. Et il y en avait vraiment pour tous les goûts, tous les styles, toutes les compétences, toutes les disponibilités. Il y avait par exemple une mission pour pitcher son métier à des jeunes en formation en Inde avec l'association Tara. Il y avait Planète Mère qui cherchait des bénévoles pour traduire des documents en anglais. Enfin, très varié. Et puis surtout, ils ont événementialisé l'événement. ça c'est un peu répétition, mais comme j'aime bien dire, ils ont fait monter la mayonnaise. Déjà, l'événement a eu lieu sur 1 mois. Donc, les salariés avaient 1 mois pour s'engager. Mais en fait, ils ont fait 2 vagues pour un peu ce marketing de la rareté. C'est-à-dire qu'ils ont ouvert les inscriptions aux différents événements, aux différentes missions. Ensuite, au bout de 15 jours, ils les ont refermés. Ils ont mis en ligne de nouvelles missions. Ils ont réouvert et refermé. Ils ont aussi mis la plateforme en pré-consultation. C'est-à-dire qu'il n'était pas encore possible de s'inscrire, mais on pouvait voir les missions de don de temps disponibles. Donc là encore, hein, ça donnait envie, les salariés repéraient les missions sur lesquelles ils voulaient être mobilisés. Et donc, le jour J du lancement, ils étaient dans les starting blocks pour être les premiers inscrits. Ils ont organisé aussi un webinaire de lancement avec les associations bénéficiaires, là encore pour les laisser s'exprimer et faire leur appel à bénévoles. On a organisé une chasse au trésor en ligne pour faire venir des salariés sur la plateforme. Et enfin, il y a eu un webinaire de clôture vraiment focus sur l'impact de l'événement. Et justement, en parlant d'impact, est-ce que les résultats étaient à la hauteur de l'initiative? La réponse est oui. Hein. Donc, ça a eu lieu jusqu'en décembre 2020. Donc, au final, on a eu 700 salariés qui ont donné plus de 2600 heures de volontariat au profit de 112 associations. Il y a eu 9 hackathons organisés et au total, c'est plus de 225 000 € qui ont été reversés aux associations. Donc voilà, c'était la belle histoire de L'Oréal que je voulais vous raconter. Et donc, vous êtes plus que libre de vous en inspirer. Et toi, Célia, sur la Fondation Free, il me semble que vous avez aussi mis en place des actions de ce type. Donc, j'aimerais bien t'entendre.
Oui, tout à fait. Alors, nous, on n'est pas tout à fait sur le même format, mais on a quand même mis en place une plateforme de don de temps de bénévolat, enfin de bénévolat de compétences, en fait, qui a vu le jour il y a un peu plus d'un mois, donc c'est encore très récent. Mais le principe, en fait, nous, on est quand même on avait plusieurs défis en fait par rapport à cette plateforme, c'est qu'on est quand même un grand groupe qui est réparti sur tout le territoire national. Et donc, on a vraiment des profils très différents. On va avoir des personnes dans les magasins, on va avoir des techniciens, on va avoir des personnes plutôt sur des fonctions support. On va avoir voilà, vraiment énormément de profils différents, des personnes qui vont du coup être dans des territoires ruraux, d'autres dans des grandes villes. Vraiment, on a tout type de profils différents. Et en fait, nous, notre défi, c'était de pouvoir quand même faire de cette plateforme un projet groupe et de permettre à tous les collaborateurs qui en avaient envie de pouvoir s'engager quand même. Parce qu'en fait, on sait que chez nous, on a quand même beaucoup de collaborateurs qui ont envie de s'engager, mais qui ne savent pas forcément comment faire, qui ont un peu besoin qu'on les aiguille en leur proposant des missions et en les mettant en relation avec des associations. Donc, on a un peu tiré parti, si je peux dire, de la situation sanitaire. C'est que avec le télétravail et tous les outils qui sont mis à distance, en fait, les associations se sont aussi adaptées et proposent des missions à distance. Ce qui fait que on a pu proposer à l'ensemble de nos salariés et de nos collaborateurs des missions à distance. Donc, c'est assez pratique parce que pour pouvoir toucher aussi des personnes qui sont dans des milieux ruraux où on n'aurait peut-être pas pu recenser des missions physiques. Là, en fait, on a pu leur proposer des missions partout en France. Et donc, quelqu'un je sais pas, d'Auvergne, je vais dire ça, au pif d'Auvergne-Rhône-Alpes peut venir aider quelqu'un qui est un jeune, par exemple, de l'Île-de-France, s'il le souhaite, s'il veut parrainer un jeune ou faire d'autres missions, donner des cours de langue par téléphone à des personnes non-voyantes. On a vraiment différents types de missions et qui peuvent convenir à tout le monde. Et donc, on a vraiment profité de ce potentiel-là du numérique en ce moment. L'idée à terme, c'est peut-être plus de faire un format hybride parce que là, on a quand même beaucoup de missions qui sont à distance, mais on sait qu'on a quand même beaucoup de personnes qui ont envie de s'engager, mais de manière physique, si je puis dire, enfin, qu'ils aient vraiment du contact aussi dans leur mission. Donc peut-être à terme, quand on aura encore une amélioration de la situation sanitaire, ce serait de faire un format hybride avec à la fois des missions en présentiel et à la fois des missions en distanciel pour continuer à toucher tout le monde. Et donc voilà, ça c'est le gros projet qui a vu le jour il y a un mois. Après, on a fait aussi, donc pendant le premier confinement de l'année dernière, on a une de nos entités qui s'est engagée avec la Croix-Rouge et notamment le dispositif Croix-Rouge chez vous. Et donc, on a certains de nos collaborateurs qui se sont portés volontaires en fait pour venir en aide à des personnes isolées qui avaient besoin notamment de matériel de première nécessité. Donc on a différentes actions comme ça. Le don sur salaire, on espère pouvoir le développer aussi à plus d'entités. Et après, on a un projet qui est en cours, qui devrait voir le jour assez rapidement, qui est un programme de valorisation en fait de nos collaborateurs qui sont déjà engagés. L'idée, c'est que tout au long de l'année, en fait, les collaborateurs déjà engagés auprès d'associations puissent déposer un dossier auprès de la fondation pour avoir un coup de pouce financier. Et après, l'idée, c'est de faire voter aussi l'ensemble des collaborateurs du groupe pour leur projet préféré. Et donc, on aura un petit coup de pouce encore supplémentaire par rapport à ce qui a été financé à la base. On pense que c'est important de pousser les collaborateurs à s'engager, mais que c'est aussi important de valoriser ceux qui le sont déjà aussi. Et en plus, quand on a des personnes qui sont déjà engagées, on pousse en fait l'ensemble de nos collaborateurs à s'engager encore davantage. Donc, voilà pour les projets aussi qui sont mis en place par rapport à l'engagement des salariés au sein de l'entreprise. Dont on peut s'inspirer, là encore, Célia, tu nous l'autorises. Oui, bien sûr. Avec plaisir. Bon, bah, top.
Bah, merci pour ces bonnes pratiques. Bon, bah, le message, hein, pour conclure, le message qu'on voulait vous faire passer, notre cri du cœur, c'est que vraiment, l'engagement, bah, c'est maintenant. Je pense qu'on a réussi à vous le prouver. Les associations, les salariés en ont besoin. On compte sur l'engagement des entreprises. L'engagement, c'est aussi possible. Célia, tu le redisais encore à l'instant, mais les partenaires, les associations se sont outillés, se sont adaptés. Et le figital, qui est un mot que je trouve assez moche, mais on va l'utiliser, allez, pour la première fois, eh bien, ne doit pas être un obstacle. Aujourd'hui, on peut faire de l'engagement auprès des salariés en télétravail et au bureau. Voilà, donc ce webinaire est maintenant terminé. Merci Amélie. En effet, le but c'était qu'il soit inspirant, piquer toutes les idées dont vous avez entendu parler. Donc je vous propose, avant de partir, de répondre au petit sondage. Hein, qu'est-ce que vous avez pensé de ce webinaire? Est-ce que c'était génial? Le télétravail ne vous arrêtera pas. Est-ce que c'était bien? Vous allez nous piquer quelques idées. Est-ce que c'était pas mal, mais vous avez hâte de revenir au bureau? Ou est-ce que c'était bof et vous avez préparé votre déjeuner en même temps parce qu'il commence à être l'heure? Donc, avant de passer aux questions, bon, bah, déjà, merci pour votre attention. Vous recevrez dans quelques minutes le replay de ce webinaire. Et puis aussi quelques liens. Alors, dans le chat, je vous ai mis quelques liens d'études, etc., dont Benjamin parlait, de guides. Et là encore, dans le mail automatique, on vous envoie quelques liens intéressants. Alors, merci à tous pour votre attention. Et va en rester en ligne encore quelques minutes pour les questions. Alors, j'ai une première question de Ludovic pour Benjamin. Est-ce que vous organisez aussi, alors je reformule en même temps, est-ce que vous organisez aussi des ateliers en figital, justement, à la fois avec des salariés qui sont au bureau et d'autres qui sont en visio à distance? Alors, honnêtement, on a testé et ça fonctionne pas super. À part si vous avez, je dirais, un très bon système de visioconférence, voilà, en interne, je dirais de bureau où on peut rassembler les salariés, puis après d'autres qui peuvent se connecter. Mais enfin voilà. Autrement, le plus intéressant est comme souvent de dédoubler les actions. Donc soit on fait pour les salariés pardon qui sont sur site, et puis on imagine un autre type d'action parce que c'est pas le même type de, je dirais, d'interaction ou d'atelier ou d'animation pour les gens qui sont à distance. Et c'est vrai que typiquement pour les gens qui sont à distance, on a eu besoin d'avoir toujours un co-animateur qui était présent sur les ateliers, alors que quand on est sur site, le formateur, la formatrice se débrouille souvent très bien toute seule. Très bien, merci Benjamin. Alors, je vois une autre question d'Ophélie pour Isabelle, EcoCO2. Vous êtes très dynamique en termes d'initiatives auprès des salariés. Est-ce que vous avez de nouveaux projets que vous allez bientôt lancer? C'est vrai que Célia nous parlait de ce qu'elle allait faire. Alors, est-ce que Isabelle? En fait, les projets, c'est plutôt les projets Team Starter qui foisonnent. Pour l'instant, je pense qu'on ne pense pas encore à lancer autre chose parce que du coup, le fait de voir les projets des collègues, ça donne envie à d'autres collègues. Il y a des nouveaux projets qui se lancent. Il y en a un sur la fresque du climat. Il y a une collègue qui a proposé un origami party très récemment. Donc, pour l'instant, je pense que tant qu'on sent que ça marche, on va rester à bien exploiter cet outil avant de songer à changer tout de suite quelque chose qui fonctionne bien et qui est en train de décoller. D'accord. Alors, je vois une question de Sébastien. Alors, je crois que c'est pour Célia. Avec la reprise d'une activité normale, est-ce que vous allez conserver les initiatives que vous aviez lancées pendant la crise? Oui, oui, tout à fait. La plateforme de don de temps a la vocation vraiment à rester dans le temps. L'arrondi-sur-salaire aussi, puisque en fait, on l'a déployé pour le moment pour 5 de nos entités, mais on espère pouvoir le déployer à plus. Après, la boîte à idées solidaires existe toujours, mais pour être tout à fait honnête, elle a très très bien marché au premier confinement. Depuis, on a
plus énormément de propositions. Mais je pense qu'après, ça vaudra le coup peut-être de réappuyer, de recommuniquer aussi davantage dessus. Et après, voilà, si les éléments qu'on a mis en place ont vraiment quand même vocation à rester, et justement, on se dit qu'en fait, on profite de ce moment où tout le monde se rend compte du fait que en fait, l'entreprise, elle est là aussi pour s'engager. Et en fait, on va, entre guillemets, surfer sur cette vague et en profiter pour lancer vraiment pas mal de projets qui vont pouvoir durer dans le temps. Bon, bah, tant mieux. Et alors, je vois on a un peu dépassé le timing, donc je prends la dernière question, eh bien, qui est pour moi, ça tombe bien. Est-ce que le don sur salaire est une initiative ponctuelle juste pour aider les associations pendant la crise? Alors, la réponse est non. Le don sur salaire est une initiative permanente qui existe. D'ailleurs, c'est une solution qui a été lancée il y a 10 ans maintenant. Donc, en effet, pendant la crise, il y a eu un regain d'intérêt puisque c'était une bonne manière d'engager à distance des collaborateurs. On peut aussi, ça peut permettre de répondre à des urgences d'associations. Par exemple, la fondation APHP a été bénéficiaire du don sur salaire pendant quelques semaines de manière exceptionnelle auprès de nombreuses entreprises. Mais sinon, c'est bien une initiative qui est permanente et que vous pouvez mettre en place à tout moment, pandémie ou pas pandémie. Voilà. Eh ben, je vous propose qu'on conclue là-dessus. Merci à tous pour votre attention et surtout, engagez-vous. Et puis, je vous souhaite un bon appétit à tous. Merci. Merci Magali pour cette animation du tonnerre. Merci. Merci beaucoup.